Bonjour à toutes et à tous, c'est Valentin et je suis ravi de vous accueillir pour la saison 2 du podcast Loop sur le triathlon. Le podcast qui reçoit des triathlètes plus inspirants les uns que les autres. L'objectif est simple, aborder différents sujets avec les sportifs afin d'être inspirés et surtout avoir des conseils sur différents sujets. Et aujourd'hui, dans le troisième épisode de la saison 2 de Loop sur le triathlon, nous avons l'honneur de recevoir Thomas Navarro. Journée ne se ressemble quasiment jamais. C'est vraiment quelque chose que mon entraîneur aime beaucoup faire. Mon tout premier entraînement de natation, j'ai fait 50 mètres et je me suis arrêté. Tous les stages, en fait, c'est toujours des très bons moments. Dès que je voulais augmenter le volume ou les intensités, bim, il y avait une petite alerte au niveau périostite. Thomas Navarro est triathlète professionnel sur le circuit longue distance. Ancien cycliste, il décide d'arrêter sa carrière et de se lancer dans le triathlon. Suite à un défi lancé par son frère, Thomas réalise son premier triathlon à l'Alpe d'Huez en finissant dans le top 10. Après de nombreux efforts en natation et en course à pied, Thomas atteint le haut niveau et devient alors triathlète professionnel. Dans cet épisode, nous allons découvrir l'évolution de sa carrière et surtout ses ambitions pour la prochaine année. Hello Thomas, je suis ravi de pouvoir échanger avec toi et surtout je te souhaite la bienvenue dans le podcast Loop sur le triathlon. Pour commencer notre échange, pourrais-tu te présenter s'il te plaît? Bonjour à tous, du coup, je suis Thomas Navarro, j'ai 28 ans maintenant. J'ai commencé le triathlon il y a environ 5 ou 6 ans. Avant ça, j'ai fait du cyclisme sur route quasiment de ma plus petite enfance à du coup il y a 5 ans jusqu'à ce que j'obtienne mon diplôme master. Et voilà, après ça, j'ai eu besoin d'un petit renouveau. Au début, je voulais complètement arrêter le sport et j'ai basculé donc sur le triathlon. Ok, donc on va revenir là-dessus, mais super intéressant de voir le passé de cycliste, les études en même temps et derrière la bascule sur le triathlon. Pour lancer ce podcast, est-ce que tu pourrais nous expliquer une journée type de ton quotidien, donc soit celle d'aujourd'hui, soit une journée que tu as l'habitude de pratiquer de ton côté? Déjà, une chose qui est vraiment importante pour moi et ce que fait très bien mon entraîneur, c'est que je trouve que mes journées ne se ressemblent quasiment jamais. C'est vraiment quelque chose que mon entraîneur aime beaucoup faire. C'est vachement varié pour éviter vraiment quelque chose de redondant. Donc, la seule chose qui est à peu près tous les matins, en fait, on a le créneau natation avec mon club de natation. Et du coup, ça c'est toujours tous les débuts de journée de 7h30 à 9h30. Donc souvent la journée commence par un entraînement de natation et après la journée type, je pourrais pas vraiment en sortir une parce que ça varie tout le temps. Mais voilà, souvent ça, on va dire on nage le matin. On avait pris l'habitude de rouler avec mon groupe un peu à cheval entre midi et deux. Il y en a certains qui bossent aussi à temps plein, donc ça les arrangeait bien. Et voilà, souvent on triple aussi, donc avec une course à pied un peu en fin de journée, mais ça arrive pas très souvent quand même de tripler, donc je dirais que c'est que 2 fois par semaine, donc voilà. Ok, et pour avoir une idée un peu du volume en moyenne par semaine, même si j'imagine que c'est une grosse fourchette, ça donne quoi à peu près pour un triathlète comme toi? Entre 25 et 30 heures. Même en stage d'entraînement, on va pas beaucoup au-dessus de 30 heures. Et en semaine normale de préparation, pas beaucoup en dessous de 25 heures. Donc ouais, entre 25 et 30 heures, c'est quasiment la fourchette de toute l'année, quoi. Ok, et du coup tu disais que tu doublais tous les jours, mais c'est assez homogène entre les trois sports. Tu t'y retrouves dans la semaine où il y a vraiment un volume qui est très conséquent dans un sport par rapport à d'autres, ou un sport qui est oublié parce que tu l'apprécies moins. Comment ça se passe pour toi? Alors, de par mon passé, je dirais qu'il y a encore un peu plus de vélo et pour 2 raisons. La première, c'est que en natation, j'ai encore du mal à énormément nager vu que je suis pas encore, super formé, on va dire, du haut du corps et super, résistant. Donc, en moyenne, j'ai 4 séances de natation par semaine, donc ça fait pas un volume horaire, énorme. Des fois, je monte à 5, mais même ça reste, grosso modo faible, comparé aux 30 heures, si on prend la charge globale. Et l'autre aussi souci, c'est qu'en course à pied, même si ça va de mieux en mieux, j'ai aussi une faiblesse qui est due à mon passé d'avoir fait un sport porté pendant des années. C'est que j'ai des petites fragilités de périostite notamment qui sont vachement passés cette année, mais
mais quand même, je peux pas encore énormément faire de volume et du coup, j'ai très peu ouais, de volume chaque année en course à pied. Donc voilà, ça fait que le volume, ça reste principalement du vélo et, euh, et après, on va dire moitié-moitié en natation et course à pied, quoi. Ok, ouais, c'est quand même assez conséquent malgré tout et on voit que ça peut être amené à évoluer en fonction des gènes qui vont être amenés à disparaître parce que ton corps il va s'habituer aussi, je Exact, pense. exact. Déjà cette année, j'ai vraiment eu pas mal de chance parce que tout l'hiver, j'ai encore eu vachement mal. Mais à partir de à peu près l'Ironman d'Aix-en-Provence cette année, j'ai plus du tout mal jusqu'à la semaine dernière. Donc là, c'est revenu juste un peu la semaine dernière, mais bon, il y a plusieurs explications, notamment il y a eu Embrun il y a pas longtemps avec un marathon avec un peu de dénivelé. Et voilà, donc là, ça revient un petit peu. Je suis en train d'essayer de guérir ça très vite pour la fin de saison. Mais bon, oui, comme tu dis, c'est vraiment en constante amélioration chaque année. Et en natation aussi, ça va de mieux en mieux. Encore aujourd'hui, j'ai pu faire une grosse séance. Et donc, du coup, petit à petit, on va dire que ça rentre un petit peu dans l'ordre. Bon, on va dire que c'est des bonnes nouvelles et que du coup c'est Ouais. prometteur pour la suite, quoi. Et si on faisait un dézoom sur Thomas petit, est-ce que tu étais sportif, tu touchais à tout? Comment ça se passe? Parce que là, tu parlais de ton passé de Ouais. cycliste, du coup. Et avant, comment tu étais caractérisé? Tu as toujours fait du vélo? Comment ça s'est passé pour toi dans le sport? Alors, en fait, très jeune, mes parents m'ont vraiment fait toucher à tous les sports, mais très peu, enfin rien de très excessif dans un sport, mais je faisais vraiment pas mal de sports. euh, Avec des amis, juste comme ça, par plaisir. Et en fait, un jour, je suis venu au vélo. Dans mon village, en fait, derrière, dans l'arrière-pays niçois, on a un petit village. Et en gros, tous les étés, on était là-bas avec plusieurs jeunes. Et je suis venu au vélo par une sortie avec tous les jeunes du village. Et voilà, à la rentrée d'après, je me suis inscrit dans un sport-études, le pôle sport à Don Bosco, à Nice. Et du coup, j'ai commencé comme ça. Au début, j'étais vraiment pas doué du tout. Et petit à petit, j'ai, on va dire, franchi un peu les échelons comme ça. Et du coup, j'ai commencé jeune et j'en ai fait jusqu'à, je sais plus, à peu près 23, 24 ans, je dirais, 23 ans. Ok. Et voilà, du coup, jusqu'à avoir mon diplôme. Et après, je me suis un peu posé des questions. Et justement, comment tu as structuré du coup cette partie parce que le sport-études, c'est bien parce que c'est accessible à ces jeunes et justement, tu vas être amené à travailler même si tu connais pas trop le sport au début, donc au collège, lycée. Mais derrière, en études supérieures, ça reste un peu plus compliqué. Comment tu as structuré ça? Toi, tu as fait quoi comme études et quelles étaient tes libertés sur cette partie-là? En vrai, je pense que j'ai eu pas mal de chance d'être bien accompagné déjà donc dans le sport-études. J'ai passé peut-être non, enfin, en tout, j'ai passé 7 ans, donc ce qui est le pôle espoir. Donc d'abord, il y a une section quand tu es un peu moins fort, après tu intègres le pôle espoir. Et donc en fait, j'ai tout le temps eu ce sport-études et cette aide-là pendant que je faisais mes études. Donc jusqu'au lycée, il n'y avait pas de problème parce que c'était dans le lycée, il y avait vraiment un bon échange entre, on va dire, mon dirigeant au pôle espoir, les professeurs, donc tout le monde s'adaptait très bien. Et après, derrière, j'ai fait une licence management du sport et après un master en entraînement. Et là aussi, franchement, j'ai eu pas mal de chance. Le staff Nice, il est vachement conciliant quand même avec les sportifs de haut niveau. Donc je pense que j'ai été bien accompagné et voilà, après c'était juste un petit peu de rigueur, si je peux dire, voilà, de bien travailler les moments où on s'entraînait pas et voilà, mais le système est bien fait quand même, je trouve, quand on est bien accompagné en sport-études. Donc, pour moi, ça s'est assez bien passé. Ok. Et du coup, après, on parlera un petit peu de ton arrivée dans le triathlon et du coup les résultats qui sont associés. Mais si toi, tu devais faire un dézoom de tout ça, de tout ce qui s'est passé dans le vélo, qu'est-ce que ça t'a apporté bah, d'un point de vue physique? J'imagine que ça va être assez simple de répondre à cette partie-là, mais d'un point de vue environnement, motivation, qu'est-ce que tu as appris et qu'est-ce que tu en as tiré qui te sert encore aujourd'hui? Je trouve que le milieu du vélo, il a énormément de points positifs et l'un des premiers, c'est que sur des courses élites ou n'importe quelle course, en fait, tu es tout le temps obligé de tenir, on va dire, la roue du peloton, de celui qui est devant toi. Et donc, du coup, je pense que par rapport à un effort comme le triathlon, en vélo, en fait, si tu lâches, c'est fini, en fait. Enfin, tu es hors course et après, tu termines gros péto et c'est fini. Et donc, du coup, je pense que c'est ce phénomène-là de toujours essayer de s'accrocher, en fait, et de, entre guillemets,
euh, faire avec la douleur et des fois c'est horrible quand il y a une bordure ou quelque chose comme ça et en fait t'as juste pas d'autre solution que de ne pas lâcher. Donc vraiment je dirais ce côté-là quoi. Et après il y a aussi quelque chose qui me vient en tête, mais malheureusement j'ai pas pu faire énormément de courses sous la pluie en triathlon. Mais en fait, en vélo, souvent, on avait des conditions très dures. Et c'est ce que j'aimais un petit peu en fin de compte dans le vélo. Enfin, j'aimais pas trop sur le moment, mais ça me réussissait bien. Et donc, ouais, le fait de tenir aussi sous le froid, dans la pluie, de pas trop avoir le choix, de vraiment essayer de trouver tous les moyens pour essayer de se réchauffer. Et voilà, cette résistance-là, j'aimais bien ça en vélo, quoi. Ok, donc ça, c'est deux compétences que tu as pu acquérir grâce au vélo. Et justement, en termes de volume, comparé à aujourd'hui où tu disais tu fais entre 25 et 30 heures, la préparation physique en vélo, ça te demandait à peu près combien de temps? Tu roulais tous les jours? Comment ça se passe de ce côté-là? Bah, clairement, bah, après, c'est toujours facile de dire ça maintenant, surtout que j'ai une dizaine d'années de plus, mais ce qu'on se dit même avec des amis, c'est que on a l'impression qu'en fait, en vélo, on s'entraînait pas assez. Alors, je sais pas si c'est le fait qu'on était plus jeune, ou la pratique qui demande aussi un peu moins d'entraînement, parce que le triathlon, c'est vrai que c'est un sport, qui demande vraiment énormément de volume et de temps. Et donc voilà, déjà, j'ai ce petit truc de me dire que à vélo, je pense que grosso modo, les semaines de 20 heures, c'était déjà des belles semaines. Ok. Donc on s'entraînait peut-être pas assez et en ce qui me concerne vraiment, je pense que après j'étais plus jeune, mais je faisais pas tout pour essayer de marcher un peu mieux quoi. Donc voilà, j'avais mon niveau que j'avais et j'étais peut-être un peu limité, mais je pense qu'il y avait moyen de vraiment se faire peut-être un peu plus violence à l'époque. Mais bon, quand on est un peu plus jeune, on se rend pas compte forcément que avec un peu plus d'effort, peut-être que ça aurait changé un petit peu, quoi. Ok, parce que aujourd'hui, tu considères que tu fais entre guillemets plus de sacrifices, plus d'efforts dans le triathlon que ce que tu pouvais faire avant dans le vélo, ou alors c'était assez similaire? Non, j'en fais quand même plus. Après, je les vois pas vraiment comme des sacrifices, parce que mon but vraiment, c'est d'essayer de durer sur le long terme. Là, ça fait 5 ou 6 ans, je sais plus exactement, mais je dois être à ma 5 ou 6e année de triathlon et pour l'instant, j'ai la chance entre guillemets de progresser chaque année et j'ai vraiment envie en fait de continuer sur cette progression, même si elle n'est pas fulgurante d'une année à l'autre. Mais vraiment, en fait, ça m'embêterait beaucoup une année de me dire ah ben l'an dernier j'étais meilleur que ça. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, je me poserai des questions. Et donc, du coup, c'est vraiment une évolution sur le long terme que je vise. Et donc, je pense que je vois pas vraiment ça comme des sacrifices, parce que s'infliger trop de sacrifices, peut-être que ça tiendrait pas sur le long terme. Donc, je fais plus d'efforts, ça c'est sûr. Des sacrifices, quelques-uns, bien sûr. Mais après, c'est pas non plus le ban, quoi. Ok, ouais, c'est une vision intéressante et du coup on voit que finalement en fait c'est peut-être l'objectif final qui te correspond un peu plus, contrairement au vélo où tu voyais pas trop de finalité et c'est pour ça que tu es amené à faire un petit peu plus d'efforts. Donc, En, en, en fait, le vélo, je pense que c'était aussi parce que très vite, même si j'ai aussi suivi une évolution progressive d'année en année, je pense que clairement je savais que je serais jamais un cador et je serais jamais Tour de France. Donc voilà, j'avais mon petit niveau, mais je pense qu'en vélo, je me suis vite dit, ok, devant c'est trop fort, c'est impossible d'atteindre vraiment le meilleur niveau. Tandis qu'en triathlon, bon, peut-être que je rêve encore un petit peu, mais en tout cas, je sais que si tous les ans, il y a un petit pourcentage en plus en natation, un petit pourcentage en plus à pied, ça peut commencer à être vraiment sympa dans, imaginons, 1 ou 2 ans, si encore je suis cette progression. Donc c'est ça aussi qui m'attire et qui me fait voir un peu plus loin et pas seulement juste me contenter un peu d'actuellement mon niveau, quoi. ok. Et du coup donc il y a 6 ans tu décides de te mettre au triathlon. Ma première question qui me vient comme ça c'est ok tu venais du vélo mais pourquoi du triathlon? Pourquoi pas du duathlon? Ou pourquoi pas un autre sport? Pourquoi ce choix-là du coup? En fait, très simple, mon frère en faisait et on s'entend très très bien avec mon frère, mais il y a toujours eu un petit peu de... En fait, quand je faisais du vélo, il m'avait souvent dit ouais, mais toi tu fais que du vélo, c'est trop facile, t'arriverais pas à faire les 3 sports. Bon, il me le disait souvent, au début je m'en foutais un peu. Et en fait, un jour, il a fait une belle performance pour lui à l'époque, c'était le triathlon de l'Alpe d'Huez de longue distance.
et je crois qu'il était, je sais plus exactement la place, mais il était rentré dans les 20 premiers, ce qui était bien pour lui. Et je me souviendrai toujours, enfin, c'est comme ça que je me suis mis au triathlon, mais parce qu'il m'avait dit après cette course, bah, de toute façon, tu pourras jamais faire mieux que moi à l'Alpe d'Huez, et ce top 20. Et du coup, j'ai commencé donc en janvier d'après, décembre-janvier, et j'ai fait le triathlon de l'Alpe d'Huez en juillet, du coup, et Et du voilà, coup, il y a eu le top 20 ou pas? top 10 Du coup, sur ma première année, donc du coup, j'ai réussi. ok, ouais, bah, l'Alpe d'Huez en plus, c'est un beau parcours vélo. Ouais, c'est vrai que ça m'avantageait beaucoup, mais du coup, à l'époque, ouais, je nageais hyper mal. J'étais sorti, si je me souviens bien des chiffres, c'était 4 centièmes de l'eau. C'est pas dégueu, mais c'était hyper loin. Et j'étais remonté, il y avait eu quelques abandons à la pause du vélo, mais j'étais remonté 4 ou 5. Donc ça avait fait pas mal de monde à doubler. Et à l'époque, je courais aussi super mal. Donc après, j'avais reperdu beaucoup de place. Donc pour finir, 10e, il me semble. Ok, et mais du coup, justement, quand tu te lances dans le triathlon, tu as ce défi-là. Comment, avec ton expérience d'avant sur le vélo, tu décides de structurer ta préparation? Est-ce que tu vas t'entourer directement de coach? Est-ce que tu vas t'entourer de personnes spécialisées ou tu te dis, vas-y, je vais gérer tout ça tout seul et je vais essayer de me former sur la natation, sur la course à pied? Comment tu gères cette partie-là? Alors déjà, je pense que le vélo, ce qui est bien, c'est que on voit qu'il y a pas mal quand même de cyclistes qui se mettent aux longues distances et qui réussissent quand même plus ou moins bien. Comme c'est au niveau endurance, c'est vraiment quelque chose de hyper bien comme préparation. Donc, je pense qu'on a déjà quelques facilités au niveau métabolisme, etc. Et la chance que j'ai eue, c'est qu'en fait, même quand j'ai mes dernières années de vélo, je m'entraînais déjà avec des triathlètes longue distance et notamment avec un groupe qui était à l'AS Monaco Triathlon. Ça a été mon premier club pendant 4 ans. Et là-bas, j'ai rencontré donc bah, Hervé Banti qui était le manager, qui a fait les jeux, qui a fait plein de fois l'Ironman de Nice en bras. Et Hugues Schuster, c'était une personne qui m'a conseillé pendant mes premières années, qui s'y connaissait énormément aussi en triathlon longue distance, qui avait des super performances pour lui en groupe d'âge. Et en fait, j'ai pas choisi de vraiment avoir d'entraîneur, mais je voulais faire avec mes connaissances du vélo et un peu des conseils justement de ces deux personnes-là, entre autres. Et j'ai aussi rejoint un club de natation parce que mon tout premier entraînement de natation, j'ai fait 50 mètres et je me suis arrêté. Et du coup, il y avait pas mal de boulot. Donc j'ai rejoint un club où bah, à l'époque, il y avait déjà ma copine et tous mes amis quasiment de maintenant qui composent mon groupe d'entraînement. Et comment tu vis justement cette partie natation où tu pars de zéro, où d'habitude dans un sport tu es quand même à l'aise et que là techniquement tu es un peu perdu, au niveau des performances c'est pas ce qui te correspond. Comment tu gères cette partie-là et tu arrives à trouver la source de motivation? Et ça a été dur quand même en natation parce que, comme je te dis, la première séance, j'ai fait 50 mètres dans un bassin de 50 et quand je suis arrivé au bout, je me suis dit, ouais, c'est loin. Et du coup, moi, j'avais nagé un petit peu et je me souviendrai que toujours que quand je suis rentré de ce premier entraînement, qui était très tôt, à l'époque, on nageait à 6h30, je crois, et il me semble que j'étais rentré vers 9h et j'avais dormi de 9h à midi. J'avais pas dû faire beaucoup en mètres, peut-être franchement 1500 ou 2000 à tout casser, quoi. Et j'avais vraiment dormi, ça m'avait séché complètement. Donc au début, ça a été dur, je me suis dit que ça allait être compliqué. Le seul espoir que j'avais, c'était la proportion en fait sur longue distance entre la natation et le vélo. Je me disais que bon, voilà, nager 35 minutes au pire à l'époque sur Alpes. Après, il y avait plus de 2h30 de vélo au minimum sur des parcours durs, donc la proportion était quand même pas énorme et que du coup, je pourrais rattraper pas mal de place en vélo. Mais ouais, ça a été pas facile au début et d'autant plus que, comme tu disais tout à l'heure, il se reconnaîtra un de mes meilleurs amis actuellement, mais il y avait des nageurs qui nageaient super bien et donc du coup quand ils m'ont vu arriver dans l'eau, à l'époque c'était pas mal de taquineries, pas mal de pics. Et c'est vrai que moi je sortais de mes belles années entre guillemets à vélo où le niveau était correct et donc j'arrive dans un sport où je suis totalement nul et où en plus d'autres me charriaient tout le temps. Donc c'était pas facile, mais bon, on a fait le dos rond et voilà, il a fallu Est-ce aller que s'entraîner. tu as toujours pris du plaisir en natation ou justement c'est une notion qui a mis du temps à arriver et est-ce que déjà elle est présente? Comment ça se passe pour toi? Mais déjà, je sais pas si les nageurs ils prennent vraiment beaucoup de plaisir à faire des 10 000 quand ils font les 10 000, mais non, en vrai, au début, pas du tout. Pendant 2 ans, je dirais pas du tout.
Après, c'est sûr que maintenant, j'en ai un peu plus quand déjà j'arrive à faire quand les temps descendent, parce que le plaisir, il est vachement lié à la notion de performance aussi. Et donc, du coup, quand il y a des bonnes sensations, quand les temps sont bons, oui, il y en a. Après, clairement, je pense qu'on va pas se mentir, c'est quand même le moins fun des trois sports, euh, en termes de paysage, d'échange avec tes coéquipiers ou autres. Après, on a vraiment la chance à Nice d'avoir depuis 2 ans un groupe au bassin olympique en fait. Et on a un groupe super et il y a la moitié de mes collègues d'entraînement qui sont des amis. Il y a ma copine, il y a deux de mes meilleurs potes. Et donc du coup, ça fait que tous les matins, en fait, on se retrouve avec beaucoup de plaisir et ça a vraiment été un petit déclic qui m'a fait encore plus aimer la natation ces 2 dernières années, quoi. Ok. Et justement, dans nos éditeurs, je pense qu'il y en a, ils viennent de la course à pied, du vélo, et ils ont un peu la même situation que toi. Si tu avais 2 conseils à leur donner pour justement essayer de se motiver pour la natation, pour après prendre du plaisir en triathlon, ça serait lesquels? Déjà, forcément, oui, d'être dans un club et d'essayer de nager avec des gens que tu apprécies parce que quand les séries font dur ou retrouver toujours un petit peu au mur, même si c'est un échange très bref d'une quinzaine de secondes, une petite blague avec un ami et tout ça, c'est toujours agréable, ça repère toujours mieux. Et je pense que le plus important, et c'est ce que des fois on n'arrive pas assez à faire, c'est d'être filmé en fait. Parce que on a beau nager énormément, mais en fait, on voit pas vraiment ce qu'on fait, quoi. Même en essayant de prendre confiance, je sais pas, en regardant par exemple avec le tuba à nos mains ou quoi, mais tant qu'on n'est pas vraiment filmé, on prend pas trop conscience. Donc je pense que c'est quelque chose d'important qui est parfois dur à mettre en place si on nage tout seul et qu'on n'a pas forcément quelqu'un qui vient sur le bassin. Mais ouais, d'être dans un club avec un entraîneur qui corrige les défauts, qui insiste sur les corriger et, euh, et d'avoir un feedback en vidéo, c'est vraiment super important, je pense. Ok, ben merci pour ces 2 conseils. Et justement, on va passer à la partie course à pied. Comment tu arrives sur la partie course à pied? Est-ce que c'est quelque chose qui est quand même plus simple pour toi, sachant que tu venais du vélo? Ou alors il y a vraiment une difficulté qui est présente au début pour appréhender l'effort, appréhender le geste? Comment ça se déroule de ton côté? Alors, je pense que, on va dire, du fait des années de vélo, j'ai un gabarit déjà assez léger. Et toutes les années vélo m'avaient plutôt apporté, on va dire, la caisse et tout ça. Donc, dès que j'ai commencé à courir, j'avais quelques facilités. Le seul problème, comme j'ai parlé en début, c'était ma, ma solidité, on va dire, musculaire, tendineuse, tout ça, que j'avais pas du tout développé en ayant fait que du vélo pendant les 10 dernières années de ma vie. Et donc, du coup, en fait, je courais déjà pas trop mal pour quelqu'un qui commençait, mais par contre, dès que je voulais augmenter le volume ou les intensités, bim, il y avait une petite alerte au niveau périostite. Et la première année, ça a été vraiment compliqué. Et je me rappelle, je crois que je pouvais faire une séance à prendre 2 jours au minimum pour que l'inflammation parte et ensuite remettre une séance. Des fois, c'était 3 jours, donc je courais des fois que 2 fois par semaine. Et voilà, j'ai fait ça pendant à peu près 1 ou 2 ans. Mais ouais, par contre, j'ai pas eu trop l'impression de devoir faire énormément d'efforts en course à pied avec un gabarit plutôt léger et ça allait à peu près quoi. C'est juste là, je galère toujours un petit peu à avoir cette solidité euh, vraiment musculaire tendineuse, quoi. Et justement, comment tu as réagi face à cet inconfort lié à la périostite? Est-ce que tu as fait de la prépa physique, de la proprio, tu t'es fait entourer d'un kiné, ou tu t'es dit, bah, en fait, c'est le temps et il faut que je laisse la douleur un peu passer au fur et à mesure des années? Comment tu réagis face à ça et tes actions Euh, derrière? Franchement, je pense que niveau soins, déjà, j'ai essayé énormément de choses, même quasiment tout, je pense. J'ai beaucoup recherché par rapport à ça, mais il n'y a pas vraiment quelque chose qui m'a réglé le problème. La chance que j'ai eue, c'est que c'était une blessure entre guillemets ou une inflammation qui ne s'aggravait pas, enfin qui s'est jamais aggravée chez moi. Il y en a des fois qui disent que ça se transforme en fracture de fatigue. Chez moi, ça s'est jamais aggravé. Le seul inconvénient, c'est que j'avais la douleur qui venait. Des fois, je courais à limite à en pleurer tellement ça faisait mal. Mais je savais que 2 jours après ou 3 jours après, je pouvais recourir. Donc en fait, c'était juste que mon entraînement était vachement haché au niveau séance et volume. Mais par contre, j'ai toujours eu la chance de 2 ou 3 jours après pouvoir recourir. Donc après en soins, j'ai essayé de mettre du renfort. Et d'ailleurs, en termes de séance de muscu ou renfort, c'est un peu ça qui a commencé petit à petit à
réglé mes problèmes, mais ça a été aussi long le temps de vraiment se reconstruire, quoi. Et ouais, parce que je sais que dans mon entourage, quelqu'un avait une périostite et qui était assez douloureuse et justement, s'est mis à faire de la proprioception qui a mis du temps à avoir son Ouais, impact et changer sa foulée. Est-ce que toi, ouais. ta foulée, tu une attaque talon, tu as une attaque médio? Comment est-ce que ça a un impact à ton avis ou pas du tout? J'ai plutôt une attaque talon. Après, je m'étais renseigné aussi j'avais pris pas mal d'avis de spécialistes. Moi, j'y connais, comme tu sais, du coup, rien à la natation et rien à la course à pied quasiment. Mais j'avais eu beaucoup de retours de personnes qui me disaient que c'était un peu du vent quand on te disait d'essayer de changer ta foulée, que malheureusement, tu avais ta foulée qui était dans ton schéma moteur et un peu propre à toi, et que même en faisant beaucoup d'éduc, si tu attaques talon, tu auras une prédisposition à attaquer quand même un petit peu comme ça, même si tu peux un petit peu améliorer, que ça ne changeait pas énormément, quoi. Donc, du coup, moi, la proprio, j'avais vachement axé sur ça, et pour moi, ça n'avait pas trop marché. Mais par contre, c'est plutôt les séances vraiment de muscu qui m'avaient aidé, quoi. OK, ouais, super intéressant. Bah, c'est toujours intéressant de voir, pas mal de retours sur cette, entre guillemets «blessure» qui est assez compliquée à cerner et où les avis sont très différents dans le corps médical, quoi. Mais bon, Et là, du coup, cette année, c'est la première fois que j'ai pas mal pendant 3 ou 4 mois. Et du coup, enfin, si vraiment, c'est dur de savoir toujours ce qui a marché parce que comme ça, on essaie plein de choses et on fait plein de choses en même temps. Mais en fait, moi, ce qui m'a vraiment fait du bien, je pense que c'est de vraiment travailler sur ma souplesse du solaire et ma mobilité du pied. OK, ouais. Et avec ça, renfort des fessiers aussi. Et un bon combo. Ouais, bah, ouais, c'est sûr que ça joue avec pas mal de problématiques, pas mal de petits trucs à mettre en parallèle et si tu Mm. arrives à trouver un peu le combo, mais Ouais, je pense que les douleurs vont disparaître au fur et à mesure des saisons, hein, ouais, pas de ouais. souci là-dessus. Je m'inquiète pas trop. Déjà cette année, vraiment très content. J'ai fait quasiment toute la saison sans avoir mal. Donc, OK. Et du coup, c'est arrivé dans le triathlon, donc on a bien compris un peu les difficultés, les enjeux et du coup, tu t'es accroché. Tu fais combien d'années en amateur et à partir de quand tu décides de passer du coup, triathlète professionnel? en fait, c'est un peu flou. Du moins, ça a été encore plus quand j'ai commencé, mais pour être vraiment considéré pro au début en triathlon, il n'y avait pas vraiment de règles. Donc moi, j'ai commencé normal en tant que licencié normal à l'AS Monaco Triathlon. Et donc la première année, je fais peut-être 6, 7 courses. Et bon, c'était des petites courses à part l'Alpe d'Huez. J'avais fait Triathlon de Cannes aussi, qui est une bonne course de début de saison. Mais après, j'avais fait que des petites courses un peu avec des profils durs. Et en fait, j'en avais gagné peut-être 3 ou 4. Donc du coup, ça s'était assez bien passé. Et en fait, ben, comme j'étais assez proche de Hervé Bronti, donc qui était le manager de l'AS Monaco, l'année d'après, il m'a dit directement que je pourrais du coup m'inscrire en pro et tout ça. Donc du coup, je crois que dès la deuxième année, j'ai couru en pro entre guillemets, parce que comme je te dis, c'était un peu flou encore à l'époque. Je sais que maintenant il y a des critères et tant mieux. Maintenant, je sais qu'il faut faire peut-être top 10 au championnat de France ou top 10 sur une course Ironman pour avoir ce statut pro. Mais même ce statut pro, il est encore très flou parce que ça veut pas dire grand-chose. Voilà, à part de prendre le départ sur des courses Ironman en pro, après ça change pas énormément, quoi. OK. Et justement, est-ce que, du coup, cette partie professionnelle, même si, je suis entièrement d'accord avec toi, aujourd'hui, c'est flou, mais ça va te changer aussi un petit peu tes conditions de course, typiquement sur un Ironman. Et d'un point de vue financier, est-ce que tu arrives à structurer une carrière ou alors, c'est assez complexe de ton côté? Mais dès la deuxième année à Monaco, j'ai eu la chance d'être accompagné déjà financièrement. Et après, tu me demandais si ça changeait au niveau scénario pendant les courses. Exactement, ouais. Clairement, pour moi, oui. Euh, la raison est très simple, c'est que du coup, même si ça va de mieux en mieux, je suis quand même un des pros qui nage le moins bien encore, on va dire. Enfin, en tout cas, je sors pas mieux que deuxième pack. Et du fait de mes qualités, hein, entre guillemets, en vélo, ça fait que souvent, en fait, je me retrouve donc à être l'un des premiers du deuxième pack à vélo. Et il y a eu pas mal de courses où j'ai fait le vélo totalement seul. Et je pense par exemple cette année, entre autres, à Aix-en-Provence, où ils ont eu un gros pack devant, et ils sont restés à peut-être une quinzaine, vingtaine, enfin quinzaine à l'avant. Et moi en fait j'ai vu personne de tout le vélo.
Et du coup, j'ai roulé pareil qu'eux devant, mais eux, ils étaient à 15. Et donc, du coup, c'est ça qui est un peu plus dur quand tu cours en pro. Ça dépend, s'il n'y a pas énormément de densité, bah, tu peux vite me retrouver seul. Ouais. Et en fait, souvent, même quasiment toutes les courses, hein, c'est devenu normal, mais je suis en chasse du coup des bons nageurs sur tout le vélo. Et voilà, ça c'est son point positif de gérer sa course un peu à sa main, mais ça a le point négatif de tout le temps être en retard et en tant que chasseur et des fois se griller les ailes à vouloir revenir trop vite. Ouais, c'est sûr que c'est jamais simple, mais au moins tu peux rester dans ton allure de course et tu te dis, ok, vas-y, là je suis bien, mais tu sais pas trop ce qui se passe devant, quoi. C'est ça, ouais. Et puis, au fin de compte, ça serait peut-être mieux que gère les courses comme ça, mais en fait, je suis plutôt à essayer de me dire, j'essaie de rentrer le plus haut possible, le plus vite possible. Et malheureusement, il y a des fois où ça passe pas trop, quoi. Ok, bah ouais, j'imagine que c'est toujours compliqué. Enfin, ce qu'on se dit dans la tête et ce qu'on essaye de faire par rapport à ce qu'on avait prévu avant, il y a toujours une différence, quoi. Quand tu te dis, ouais, le pack il est 2 minutes devant, t'as envie d'aller Ouais, chercher, quoi. c'est ça. Et bon, c'est vrai que parfois, ça porte un peu préjudice, quoi. Ok, et au moment où tu décides de passer professionnel, justement, comment tu structures ta carrière? Est-ce que tu changes de club? Est-ce que tu restes à l'AS Monaco? Et surtout, comment tu te fais accompagner autour? Tu as un coach physique, tu as un coach dans chacun des sports, comment tu gères tout ça? Donc du coup, dès ma deuxième année, je suis passé entre guillemets pro à Monaco. Après, je suis resté 4 ans à Monaco. Donc voilà, j'étais bien là-bas, entouré de bonnes personnes. Après, le club a un petit peu changé, ben, notamment le manager était parti. Et il y avait aussi le fait qu'à Nice, un club s'est monté, donc le club où je suis actuellement, Team Nice Triathlon. Et vraiment, déjà, je suis niçois et on est pas mal attaché à Nice en tant que niçois. Donc déjà, c'était important pour moi de rejoindre un club de ma ville. Et en plus, le club qui s'est monté, il y avait déjà des copains à la base dans ce club. Donc j'avais vraiment envie de les rejoindre et ça me faisait vraiment plaisir d'appartenir à un club de ma ville. Donc du coup, j'ai fait 4 ans à Monaco en pro et là, ça c'est ma deuxième année au Team Triathlon. Et voilà, je suis vraiment content et je regrette rien de mon passage à Monaco, ça s'est très bien passé. Et je suis encore plus heureux d'être maintenant dans mon club à Nice, où vraiment en ce qui me concerne, c'est vraiment génial parce que ils nous soutiennent vraiment comme il faut, ils mettent tout ce qu'il faut en œuvre pour qu'on ait des bonnes conditions, notamment le bassin olympique et le groupe d'entraînement qu'on a. Et voilà, ils font vraiment tout pour créer vraiment une bonne équipe sur longue distance. On a aussi une équipe de D2 en hommes. L'an dernier, en fait, on était en D3 et le club avait pour objectif de monter en D2. Donc, on a fait les manches et on est monté en D2. Et là, ce week-end, c'est les filles qui sont en finale de D3 pour monter en D2. Donc voilà, le club se structure de plus en plus. On a 150 licenciés à peu près et le club il a à peine 3 ans. Donc petit à petit tout grandit et je suis content de faire partie de ce projet. Et pareil, comme je te disais, j'ai beaucoup d'amis dans la vie aussi qui sont mes coéquipiers et aussi ma copine. Donc c'est génial. Ok, et sur l'aspect nutrition et mental, vous avez Ouais. quelqu'un qui accompagne le club ou alors toi, tu as quelqu'un en perso? Non, alors pour le club, on a des entraîneurs qui entraînent en natation et en course à pied. Mais après, c'est vrai que comme dans ta question du début, les premières années, en fait, tant que j'étais à Monaco, mes 3 premières années, j'étais seul en entraînement, on va dire. Je faisais un peu à ma sauce avec les conseils, comme je te disais, de certaines personnes qui m'orientaient un petit peu sur l'agencement, on va dire, plutôt que sur les entraînements. Et là, maintenant, ça fait 3 ans que je travaille avec mon entraîneur, qui est Nicolas Emmett. Et du coup, j'ai commencé avec lui quand j'étais ma dernière année à Monaco. Voilà, bon, pour l'instant, ça se passe super bien. Au début, il y avait que moi en tant que jeune d'ici, on va dire en pro. Et là, je suis vraiment content parce que ma copine a rejoint le groupe et maintenant, il y a 3 de mes très bons amis qui composent du coup notre groupe. Donc, on a vraiment un super groupe d'entraînement, donc ça c'est top. Donc lui, il gère vraiment tous les entraînements. À côté de ça, dans notre club de natation, on avait un entraîneur qui gérait les séances de natation. Ok. Et en accompagnement, comme tu me demandais,
Oui, petit à petit, en fait, j'essaie de me professionnaliser un maximum. Donc, c'est vrai que j'ai un suivi régulier chez mon kiné. En tant que nutritionniste, j'ai personne, hein, mais c'est pas vraiment un besoin ou une envie. Je vois, j'ai des amis qui sont notamment un qui est un peu naturopathe et j'aime bien, et j'adore échanger avec lui. Assez souvent. Et juste la petite nouveauté cette année, c'est que j'avais jamais intégré avant, mais là j'ai intégré de la préparation mentale avec Ok. Audrey Plein, qui a pas mal d'athlètes en France aussi. Et donc voilà, ça me fait un peu de bien, enfin même beaucoup de bien. Vraiment, j'ai eu pas mal de bons ressentis cette année en intégrant ça en plus. Donc voilà, petit à petit, en fait, c'est toujours dans ce que je te disais au début, d'avoir cette vision sur le long terme, c'est-à-dire que enfin, c'est pas vraiment un souhait de l'an prochain d'avoir tout au millimètre et d'avoir exploré tous les terrains et de progresser d'un coup et après en 2024 de stagner. Donc, si chaque année je peux ajouter un petit truc qui me fait gagner un petit peu, c'est un peu ce que j'aimerais, quoi. Ok, bah là, on a bien découvert ton écosystème et justement, j'ai l'impression que l'écosystème de ta copine et aussi de tes très bons potes est assez important pour toi. Pourquoi tu as décidé justement de mettre le triathlon au cœur de ta vie et si j'ai bien compris, tu as l'air d'être entouré de pas mal de triathlètes. Est-ce que tu estimes que c'est une chance, c'est une opportunité? Pourquoi tu as malgré tout fait tout ça? Déjà, même mes amis hors triathlon sont vraiment tous sportifs parce que, en fait, comme depuis que j'ai 10 ans, je fais du sport à fond, c'est-à-dire que mes meilleurs amis dans la vie, je les ai rencontrés en faisant du vélo. Donc, ils ont tous fait un peu de vélo à haut niveau. Donc c'est vrai que je suis entouré de énormément de sportifs. Après, quand ton quotidien, c'est de t'entraîner 2 fois par jour et d'aller sur les compètes les dimanches, enfin, les week-ends et tout ça, c'est vrai que forcément, tu t'entoures que de sportifs. Mais moi, ça me dérange pas du tout. Et j'ai la chance, ouais, d'avoir beaucoup de liens avec mes anciens copains de vélo et maintenant un très bon groupe de triathlon. Et je pense que concernant le groupe de triathlon, c'est super important parce que, comme tu sais, le volume que ça représente, euh, Mm. si tu peux le passer accompagné 80% du temps, moi, en tout cas, ça me fait vraiment du bien. Quand j'ai des sorties vélo seul, je le fais, il n'y a pas de souci. Mais enfin, faut être honnête, un 6 heures accompagné de 3 ou 4 de tes meilleurs potes, ça, c'est pas pareil qu'un 6 heures tout seul. Donc je pense que dans cette vision à long terme, c'est important aussi d'économiser un petit peu, si je peux dire, le mental. Et c'est ma vision du truc. C'est pas forcément la vision de mon entraîneur qui aime bien quand je roule seul et qui aime bien quand justement, par exemple, je me fais violence tout seul pendant longtemps ou quoi, mais je suis pas forcément d'accord avec ça. Et moi, j'adore échanger avec mes potes et je pense que c'est important. Ok, donc on voit que ça passe par là, outre l'objectif de progresser tous les ans. Enfin, j'ai vraiment l'impression que toi, le plaisir passe par le partage aussi avec les autres et que c'est un moment de retrouvailles au quotidien avec tes amis, quoi. Ouais, clairement. Ouais. Puis, enfin, une longue sortie de vélo avec une petite pause ou une petite boulangerie et tout ça, c'est toujours super agréable. Nous, on est adeptes de ça dans le sud, mais je pense un peu partout et c'est sûr que de suite, ça passe bien. Et du coup, aujourd'hui, tu partages ta vie avec Justine Guérard, qui est aussi triathlète professionnelle. Comment ça se passe, sachant que vous avez tous les deux un volume horaire conséquent, vous êtes à fond dans le triathlon. Est-ce que vous arrivez à gérer justement toutes ces parties-là? Vous avez du temps? Comment vous gérez cette partie-là? Ouais, ben, je pense que en tout cas, moi, je pense qu'on le voit comme ça. C'est un avantage, déjà dans le sens où on a le même rythme de vie. Donc, forcément, les soirs, on se couche tôt et on est tous les deux contents d'aller au lit assez tôt. Comme on est dans le même groupe d'entraînement de natation, ben, on a souvent le même entraînement en premier le matin. Donc, déjà, ça veut dire qu'au niveau rythme de vie, c'est vraiment pareil. Après, on s'entraîne quasiment jamais ensemble en vélo et course à pied. Vraiment, de Ok. l'année, je dois rouler très très peu avec elle et courir quasiment jamais. Mais parce qu'on a vraiment nos séances propres à chacun, faites par notre entraîneur Nicolas. Mais par contre, enfin, par exemple, des fois on part et après on part chacun de notre côté faire nos séances. Mais oui, je pense que c'est un gros avantage au niveau même hygiène de vie, au niveau de l'alimentation, du sommeil. Euh, Pareil au niveau récupération, c'est-à-dire
quand on a une demi-journée qui tombe, une demi-journée de récup ensemble, off, bah forcément, si tu as pas une copine dans le sport et qu'elle te demande d'aller marcher dans les galeries pendant 4 heures, bah, des fois ça passe pas trop. Donc c'est vrai que là, on se retrouve beaucoup sur nos passe-temps aussi hors triathlon. Donc ouais, je pense que c'est un gros avantage. Et moi, j'essaie de la tirer vers le haut en vélo course à pied. Elle me tire un petit peu vers le haut en natation parce que alors là, faut savoir qu'actuellement, elle est encore plus forte que moi en natation et ça me va pas trop. Mais, mais voilà, sinon, enfin, pour moi, en tout cas, je me verrais pas actuellement avec quelqu'un qui fait pas du triathlon parce que sinon, il faudrait que ce soit vraiment une fille très compréhensive et j'ai pas mal d'exemples et c'est compliqué. Ouais, c'est sûr et puis le côté passion, d'en parler au quotidien, de comprendre enfin de pas avoir à expliquer les problématiques qui se cachent derrière, je pense que Ouais. c enfin du coup, c'est plus qu'agréable, quoi. Non, c'est clair. Après, en dehors de nos entraînements, j'ai pas l'impression qu'on parle vraiment triathlon. Donc, c'est ça qui est bien aussi, c'est que voilà, on fait tous les deux ça. On a tous les deux des ambitions dans ce sport. Mais après, par contre, quand il faut couper, il n'y a pas de souci pour couper aussi un petit peu. Donc ça, c'est bien aussi. Et d'un point de vue, compétition, vous avez des objectifs qui sont communs ou justement votre stratégie, c'est de se dire, «Bon, bah, toi, tu fais ta grosse course, tel samedi et moi 7 jours après, justement, je fais ma grosse course», comme ça on peut s'accompagner, il y en a un qui peut gérer une partie ou pas? Alors, franchement, rien n'est calculé en début d'année. C'est moi, vu mes défauts et mes qualités, du coup, tu as compris, je cible des courses dures. Euh, donc, en brun notamment, l'Ironman de Nice, le parcours de Cannes qui est assez dur aussi. Elle, pour l'instant, elle vient au long d'année en année de plus en plus sérieusement, mais en fait, cette année, on n'a pas vraiment réfléchi comme ça. Moi, j'ai fait mon calendrier de mon côté. Elle a fait le sien en relation avec notre entraîneur pour tous les deux. Et après, si ça tombe, si on a une course en même temps le même week-end, bah, elle va partir de son côté, moi je pars de mon côté, il n'y a pas de souci. Et voilà, chacun gère son calendrier de course comme il l'avait prévu pour vraiment être le, le mieux possible. Et après, des fois ça tombe bien, par exemple là en brun, elle m'a accompagné, elle avait pas de course. Et la semaine d'après, elle avait Vichy et moi je l'ai accompagnée. Et donc quand c'est comme ça, c'est pas mal aussi, mais ça nous dérange pas non plus d'avoir une course chacun pas au même endroit. Et c'est bien aussi. OK. Ouais, bah, c'est super intéressant, ta vision que tu as justement de cette partie-là et je pense que ça pourrait être intéressant aussi de voir sa vision, même si je pense elle est assez similaire vu comment tu es assez clair là-dessus. Mm. Donc ça pourrait être l'occasion qu'elle passe sur le podcast. Ouais, bah, je pense Du que ça lui fera plaisir aussi. bah, alors avec grand plaisir et justement, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter toi Thomas, pour la suite? C'est quoi tes objectifs? Comment tu veux structurer tout ça? Si j'ai bien compris, tu veux aussi passer sur, le plus longue distance. Qu'est-ce que tu vises? Ouais, bah, donc du coup l'an dernier j'ai fait mon premier full à Embrun. Cette année j'en ai fait deux avec Nice et Embrun qui se font enchaîner en un mois et demi. Et clairement actuellement c'est ça qui m'attire, même si j'adore le format half et j'en ferai toujours pour m'entraîner et pour aussi prendre du plaisir. Le format half il me correspond un tout petit peu moins parce qu'il manque un peu de vitesse en natation et même si en course à pied ça va de mieux en mieux, un tout petit peu aussi en course à pied. Mais c'est clair que je me retrouve un peu plus dans des foules. Après, ce qui me plaît un peu moins des foules, c'est qu'on peut pas en faire 5 dans l'année. Et j'aime bien beaucoup courir. Donc voilà, déjà cette année en un mois et demi, c'était un peu compliqué. L'an prochain, je vais essayer peut-être d'en faire trois, mais vraiment plus espacés, en commençant un beaucoup plus tôt, un dans l'été et en fin d'année. Donc ouais, c'est vraiment ce qui m'attire. Et après, hein, je suis totalement attiré par l'Ironman de Nice qui est chez moi où c'est vraiment toujours exceptionnel parce que voilà, j'ai toujours été dans la région, donc d'abord avec beaucoup de vélos et donc du coup j'ai toujours un petit peu soutenu ici, donc c'est vraiment une très gros objectif pour moi dans les prochaines années. Malheureusement, ils le mettent un année sur deux en Alpes pour les pros. Donc du coup l'an prochain, il sera pas en full, il sera en Alpes malheureusement. Et mais bon du coup d'ores et déjà je cible Ironman de Nice en 2024 du coup. Et après tous les ans je manquerai jamais en brun parce que forcément c'est une des courses qui me correspond le mieux aussi. Donc voilà, déjà sur ces deux courses, c'est vraiment de faire un podium le plus vite possible. Ça pourrait être un bel objectif l'année prochaine ou l'année d'après quoi.
Bah, franchement, ouais, je pense que c'est prometteur au vu des résultats parce que quand on voit que tu enchaînes, la Iota, puis, l'Alpe d'Huez et après tu fais, un super résultat en brun, je me Ouais, dis que cet enchaînement-là, il s'est pas super bien passé, mais ouais, c'était compliqué. En plus, bah, j'étais malade après l'Alpe d'Huez, donc en fait, j'en ai un peu trop fait entre l'Ironman de Nice et Embrun, ce qui m'a coûté un petit peu, à mon avis, des forces en Embrun. Mais bon, après, on apprend aussi de, de ses erreurs et d'un peu trop de gourmandise. Mais c'est vrai qu'en fait, en vélo, je suis pas un peu de les plus grosses années, c'était 60 courses par an. Et là, je suis à 9 courses, je crois, avec deux foules. Et au final, j'aimerais en faire plus, mais en fait, en triathlon, on peut pas vraiment en enchaîner autant. Donc, c'est ça qui est un peu frustrant des fois. Mais bah, franchement, ça se profile bien pour la saison qui arrive, je pense, il y a pas de souci là-dessus et j'adore finir par 2 questions du coup sur le podcast. La première c'est: quel est ton plus beau souvenir en triathlon? franchement, c'est super dur d'en dégager un. Et déjà, tu me demandes le plus beau souvenir en triathlon, mais est-ce que ça veut forcément dire une course ou pas forcément? Pas spécialement, franchement quand je t'entends depuis tout à l'heure, ça peut être, une belle sortie avec des potes, Ouais, bah justement, je pensais à ça, je pensais à là, vraiment, je pense les stages qu'on fait en début d'année avec mon groupe. Ça fait 2 ans par exemple, qu'on va à Tenerife en février, et c'est toujours des périodes que j'adore. Déjà, je me sens toujours bien un peu en sortie d'hiver. J'apprécie en fait ce moment où tu te reconstruis vraiment et tu passes vite un peu des paliers après avoir fait ta coupure. Donc, ouais, les stages, cette année aussi, on a organisé un stage avec mon club. Et je pense que tous les stages, en fait, c'est toujours des très bons moments. Et après, si vraiment je dois dégager une course, comme tu as dit précédemment, je dégagerai l'Ironman de Nice, où cette année, enfin, pour moi, en tout cas, j'ai vraiment ressenti un soutien énorme sur la prom d'énormément de gens qui étaient venus, que je connaissais. Donc, ça m'a fait vraiment plaisir. Et en plus, j'étais très satisfait de ma place. Bon, je fais quatrième, je fais pas le podium, mais bon, devant, c'était pas jouable pour moi ce jour-là. Donc, en fait, j'ai été très content de mon marathon. Et donc, du coup, il y a eu beaucoup d'ondes positives ce jour-là, avec beaucoup de soutien, et ça m'a vraiment fait énormément plaisir. Donc, je pense que même si j'ai eu beaucoup d'autres bons moments sur les courses, celle-là, ça restera pour l'instant l'un de mes meilleurs souvenirs d'après-course. OK, bah, merci à toi pour ce partage sur cette question et justement la 2e c'est, bah, tout à l'heure par exemple on parlait en off d'une grosse séance de natation que tu as pu faire juste avant le podcast. Lors d'une séance d'entraînement difficile, tu te dis quoi? Comment tu arrives à tenir cette séance et qu'est-ce qui te motive en toi? Et ben franchement, honnêtement, je pense que je me dis rien. Non, j'ai réfléchi à ça, et il y a pas grand-chose qui me vient, et en fait, j'essaie de me revoir dans des séances dures où je suis même à fond, et en fait, j'ai pas l'impression vraiment que je pense à quelque chose dans ces moments-là. Et alors, je pense que ça dépend vachement en fait de des sensations aussi, et de sur le moment si ça va bien. Je pense que si ça va bien, on est plus dans un état un peu de flow, et du coup, on se laisse un peu porter par le truc et on en remet et tout va bien, et en fait, on a besoin de rien d'autre et on est bien dans cet effort-là. Après, les séances très dures où forcément il faut lutter, je pense que je dois essayer de m'auto-motiver forcément, mais j'ai pas vraiment d'image ou de trucs que je me dis à ce moment-là, donc je pourrais pas forcément répondre à cette question. OK et par exemple sur une grosse séance de course à pied, tu as jamais eu un moment une pensée négative qui te donnait envie d'enlever une série, de couper un peu plus court, ça t'arrive pas ce genre de situation? Si, forcément, mais déjà, par rapport à ce que je te disais des douleurs périostiques, il y en a pas eu qu'une. Mais après, mon entraîneur, il rigolera s'il entend ça, mais je suis quelqu'un qui veut toujours faire ce qui a marqué. Donc, souvent, même si je suis vraiment à fond, en fait, je vais tout faire pour valider à tout prix ce qui avait marqué sur le plan. Et, et normalement, j'y arrive toujours. Donc, enfin, à valider au moins ce qu'il y avait écrit. Après, comment, on sait pas. Mais, Ah, dans mais, quel état? mais ouais, en fait, j'aime quand, en fait, le soir, je rentre et que bah, j'ai fait tout ce qui avait marqué. Et je OK. pense que c'est aussi une sensation enfin, c'est un des trucs que j'aime bien dans mon Ouais, sport, qui quoi. te met en confiance quoi. Ouais.
Ok, ben, merci pour tout Thomas, merci pour le podcast, c'était vraiment cool. Et puis écoute, bah, je te dis à la prochaine sur les routes du Sud. Avec plaisir. Merci à toi. À bientôt. Ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je compte sur vous pour me donner votre avis. Personnellement, j'ai adoré comprendre l'évolution et surtout la difficulté que Thomas a eue pour se lancer dans le milieu de la natation. Pensez à m'aider à faire connaître le podcast en mettant un avis sur les différentes plateformes d'écoute et surtout, si vous partagez l'épisode en story, taguez-moi et je vous partagerai. Alors merci beaucoup les triathlètes et à très vite. Ciao.